Merci. Eh bien, commençons par ce détail. Il se trouvait par une coïncidence évidemment pourvue de sens que une des séances de reprise de mon séminaire, dans le cadre qui est celui d'aujourd'hui, se passait le jour même où j'avais 85 ans. Voilà. Alors en effet, j'ai 85 ans et donc d'une certaine façon, vous constituez le public aussi de mes 85 ans. Vous êtes conviés à cet âge. Alors, la méditation sur les âges, je vous l'épargnerai pour l'essentiel, mais j'imaginais ceci. Supposons qu'on découvre, que la science découvre, que l'âge de quelqu'un est commandé secrètement par la décomposition de son âge en facteur premier. Une hypothèse comme une autre. Alors, on s'apercevrait que 85, c'est 5 fois 17. Et on aurait au fond deux manières de chercher à penser sa vie, soit de la penser comme un ensemble de 17 morceaux de 5 ans, soit de la penser comme un ensemble de 5 morceaux de 17 ans. Alors, pour une raison d'un égoïsme complet, je préfère que les séquences soient de 17 ans, parce que la prochaine durera au moins 17 ans. C'est ce que je me souhaite à moi-même. Là, j'ai l'impression... Est-ce qu'il y a réellement là 85 bougies? Je ne les compte pas. Je vais les souffler quand même. Hein. Après tout, c'est ma fonction. Il en reste deux. Il en reste deux. Ça prouve qu'il y a quand même un élément d'opposition qui est là. L'opposition a été brisée. Voilà. Alors, mon but aujourd'hui, c'est d'essayer de considérer comment la pandémie, nommée, comme vous le savez, la maladie Covid-19, peut se lier ou doit se lier à des considérations conceptuelles. Autrement dit, l'idée, c'est d'aborder cet épisode à travers une discussion qui sera, au fond, autour de la définition même de ce qu'est et de ce qu'implique une grande épidémie ou une pandémie. Et en fait, ce que je me demanderai à moi-même et à vous, c'est quels concepts, quelles figures de la pensée, quelles idées peuvent être établies, utilisées ou remaniées par une pensée dont l'objet immédiat serait une grave épidémie, une épidémie qui peut tuer et qui, en tout cas, introduit de considérables désordres dans l'univers des sociétés. Voilà. Alors je ferai quelques remarques préliminaires de vocabulaire dans le doux style scientifique, éventuellement un peu traduit. Vous savez que Covid-19 veut dire
coronavirus 2019, contracté. Alors, coronavirus, c'est quoi? Bien, c'est devenu une donnée à peu près courante. Coronavirus, c'est le nom d'une considérable famille de virus dont le centre du virus, est entouré d'une enveloppe en forme de couronne. C'est donc un nom descriptif, ce nom de coronavirus. Et c'est à propos de cette enveloppe en forme de couronne que on va parler latin. Ça, ce serait une remarque intéressante à développer. Pourquoi la science contemporaine reste volontiers latiniste, n'est-ce pas? C'est-à-dire archaïsante dans son vocabulaire. On prend le mot corona, qui signifie tout simplement en latin couronne. Alors je pense qu'il serait raisonnable de dire virus à couronne, quand on est ici, ou dans d'autres langues vivantes. Quant à 19, c'est l'année 2019. Or, ce dont nous parlons, donc ce dont nous allons parler, c'est de l'épidémie dont la cause flottante est le virus à couronne apparu en 2019. Alors, il faut d'abord savoir, là on est dans le b.a.-ba élémentaire des connaissances virales contemporaines qui deviennent des connaissances de masse, il y a des virus à couronne pathogènes, c'est-à-dire méchants, et des virus non pathogènes, c'est-à-dire parfaitement inconnus de nous. Personne n'a jamais rencontré vraiment, sauf les scientifiques qui les cherchent, mais personne n'a jamais rencontré un virus à couronne non pathogène en face à face. Donc les virus à couronne non pathogènes ne nous intéresseront pas. Ils circulent tranquillement de l'automne au printemps et ils disparaissent en été. Bon, grand bien leur fasse. Un écologiste conséquent pensera évidemment qu'un tel virus doit être couronné, même s'il l'est déjà par la nature, en tant que participant légitime de la biodiversité. Ce n'est pas parce qu'il est innocent qu'il faudrait l'exclure du culte de la biodiversité. Mais il y a deux virus à couronne qui sont agressifs et qui ont des noms plus modernes puisque ce sont des noms anglais, l'anglais étant, comme nous le savons, le latin d'aujourd'hui. Severe Acute Respiratory Syndrome, abrégé en SARS, suivi d'un chiffre. Alors, SARS 1 pour le virus qui a sévi en 2003 et SARS 2 pour celui qui sévit actuellement. Alors finalement, à la place de l'assez étrange et inévident Covid-19, on devrait parler au bout du compte, et pour qu'on sache de quoi on parle, comme cela-ci, deuxième virus à couronne réellement dangereux parce qu'il peut produire de sévères symptômes respiratoires aigus. Voilà un beau nom qui dit la chose. C'est un peu long et je propose de remplacer l'énigmatique Covid-19, dont nous allons parler longuement, par le virus à couronne SARS-2, qui introduit un élément de genèse et de précision dans cette affaire. Alors là, il y aurait une longue parenthèse à ouvrir qui ferait partie de l'examen de la question, mais qui est trop problématique pour que je m'y engage. C'est d'autant plus logique
qu'il y a aujourd'hui, en épidémiologie et en théorie des virus, un grand problème concernant en fait le lien entre le SARS-1 de 2003 et le SARS-2 de 2019. Il se pourrait, par exemple, que le second, le SARS-2, résulte d'un bricolage du premier à des fins militaires. Ça n'est pas impossible. Ça n'est pas prouvé, mais ça n'est pas impossible. Il se pourrait que le SARS-2, à cet égard, grande réussite, sa nocivité est effectivement prouvée à grande échelle, aurait été cuisiné dans des laboratoires, peut-être par exemple des laboratoires chinois, à des fins de création, de disposition d'une arme biologique nouvelle et qui aurait été dès à présent testée. On aurait en quelque sorte ajouté des caractéristiques au virus du SARS-1 de façon à ce que à la fois sa présence et son acuité soient renforcées et puissent, le cas échéant, constituer une arme biologique. Alors c'est pour vous dire que cette affaire ouvrirait tout un panneau de considérations concernant l'histoire cachée des armes biologiques, qui est une question tout à fait intéressante en elle-même et qui commence petit à petit à être documentée. En réalité, les grandes puissances se sont livrées, dans toutes les décennies antérieures, à de considérables recherches entièrement secrètes concernant la possibilité de construire une arme biologique qui, évidemment, sèmerait l'adversaire dans un élément de panique civile incontrôlable. Et évidemment, ce qu'il faut pour cela, c'est que le virus que vous construisez ait deux caractéristiques. Premièrement, il n'est pas identifié, il n'est pas connu, il n'est pas repéré dans son existence naturelle, il est artificiel et caché. Et deuxièmement, il est très nocif. Voilà. Et l'arme biologique, c'est aussi ça. C'est aussi comme un fragment de nature remanié, transformé artificiellement et non naturellement en une arme offensive mortifère dont pendant tout un temps, l'adversaire peut même complètement ignorer l'existence. L'adversaire connaîtrait SARS-1, mais il lui faudrait du temps pour savoir que SARS-2 en est une modification substantielle. Alors, ce prélude linguistique étant terminé, je vais introduire la discussion attendue sur qu'est-ce que c'est que la pensée d'une pandémie ou la pensée d'une grande épidémie par un texte fameux, vraiment fameux. Alors là, je fais une parenthèse sur les textes qui peuvent composer une première bibliographie élémentaire concernant les pandémies, ou concernant, de façon plus générale, les épidémies ravageuses. J'en citerai 4 qui méritent, à mon avis, tous, je dirais en passage pourquoi, qui méritent évidemment tous d'être relus dans le contexte actuel. On pourrait les lire dans ce qu'on pourrait appeler une lecture SARS-2 ou une relecture SARS-2 de ces grands documents littéraires concernant les épidémies. Alors il y a, en 1842, la magnifique et terrible nouvelle d'Edgar Poe qui s'appelle « Le masque de la mort rouge ». Alors il y a un thème dans « Le masque de la mort rouge » que nous retrouverons, qui est la façon dont les épidémies mobilisent de façon en quelque sorte visible les organisations de la société en classe. Parce que ce que raconte en gros le masque de la mort rouge, c'est qu'il y a une épidémie,
Les pauvres gens y sont exposés, sont en train de mourir tant et plus. Et l'aristocratie s'est réfugiée dans son château fort. Elle est barricadée, elle ne laisse rien passer et elle vit en quelque sorte à l'écart de l'épidémie. C'est déjà présent ça dans la nouvelle de Poe. C'est intéressant parce que nous allons évidemment retrouver ce thème dans la suite. Et alors ce qui se passe, c'est qu'ils sont si contents d'être protégés et que les autres crèvent dehors qu'ils organisent un grand bal de la classe dominante, finalement, de l'aristocratie du temps, et qu'à un moment donné, quelqu'un d'inconnu se présente, c'est un bal masqué, se présente sous le masque qui est un masque terrifiant et le masque de la mort rouge. Et en vérité, c'est le biais par lequel l'épidémie entre dans la société dominante et va y produire des ravages. Et donc une allégorie sur le fait que, au fond, l'agent mortifère peut aussi se déguiser, se transformer pour défaire les défenses du groupe dominant. Et ça, c'est intéressant parce que ça met en jeu directement ce que c'est que l'examen des phénomènes épidémiques du point des différences sociales, des différences de classe et de ce qui peut être transversal à ces différences et qui est là symbolisé par le porteur du masque de la mort rouge. En 1912, il y a le bref roman de Thomas Mann, La mort à Venise. Très beau roman sur, assez classiquement là aussi, la façon dont l'épidémie est vécue, transformée, change la vie des gens, à partir évidemment là aussi d'un écart significatif entre une minorité de bourgeois cultivés et la masse du peuple italien dans la ville de Venise. Alors, à cet égard, je voudrais signaler le film, à mes yeux, proprement génial, que Visconti a tiré de ce roman, presque 60 ans plus tard. Et je pense que voir et revoir ce film, Mort à Venise, c'est un enseignement en quelque sorte esthétique d'une grande force concernant la question des épidémies. Il y a, en 1942, le roman de Camus, La peste. Le roman de Camus, La peste, c'est presque un classique quasi scolaire du genre. C'est le livre le livre canonique, si je puis dire, sur l'épidémie, et tout le monde le connaît plus ou moins. Il y a moins connu, je terminerai sur lui, en 1951, le roman de Jean Giono, Le hussard sur le toit. Alors je vous le recommande tout spécialement, Le hussard sur le toit de Giono, d'abord parce que c'est un roman très allègre, très vif comme ça, très passionné et très intéressant, et que c'est aussi un roman sur le vagabondage du héros dans la Provence, alors complètement soumise à une épidémie de choléra. Vous voyez que même sur les agents d'épidémie, nous avons la classique division entre la peste et le choléra, auquel nous ne manquerons pas d'ajouter le très moderne SARS-2. Alors lire tout cela est à mon avis très, très utile, très nécessaire même. Si l'on veut quoi? Eh bien, si l'on veut entrer dans la relation complexe entre épidémie, pandémie d'un côté, et pensée créatrice. Si l'on veut en somme être à la fois un lecteur et un visionnaire de ce qui se passe en ce moment, ou encore si l'on est un militant des effets positifs possibles de la sinistre épidémie.
En somme, je pense qu'on doit avoir à l'esprit, pour ne pas manquer le moment actuel dans son exception, comme on le fait de façon quasi instinctive pour les guerres, qui sont aussi des moments d'exception des sociétés au registre de la mort. Donc pour ne pas manquer ce moment actuel, ou dans le lexique contemporain, pour ne pas seulement déprimer, voir tout ce que les arts, déjà, c'est un matériau, et notamment tous les livres dont j'ai parlé, tout ce que les arts doivent aux épidémies, qui est parallèle, qui est souvent très semblable, à ce que les arts doivent aux guerres. C'est-à-dire entrer aussi dans l'illustration symbolique, dans le travail mental et créateur déjà réalisé à propos de ce thème sinistre et meurtrier qui est la grande épidémie ou tout spécialement justement les grandes pandémies générales. Au fond, lire tout ça, se préparer à tout ça, entrer dans non seulement dans l'épidémie, mais dans sa légende et dans son histoire symbolique, c'est se constituer déjà, c'est commencer à se constituer en militant progressiste des années SARS II. C'est devenir un Sarsien II. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais, sur la base de la connaissance que j'ai aussi de ces textes-là, je vais remonter encore plus loin dans le passé pour m'avoir un guide sur cette question. Je vais interpréter à ma façon un texte magnifique et subtil sur ce que peut produire une épidémie dévastatrice. Un texte de 1678, la fable de La Fontaine, les animaux malades de la peste. Un texte archi-connu, mais s'agissant des épidémies, en l'occurrence de la peste, d'une inépuisable richesse que je vais essayer de vous transmettre. Ce texte est à la fois purement allégorique, puisqu'il ne parle pas, nous allons le voir, d'une peste réelle, mais il imagine une certaine peste, et il est en même temps d'une rare précision dans les énoncés par lesquels il qualifie l'épidémie. Je vais d'abord vous le lire en entier. Je vais vous lire les 64 vers pour que vous entendiez par vous-même son adéquation générale à toute vraie lecture de la question des épidémies, de ce que j'appelle les lectures de type SARS-2. Une première lecture de type global et synthétique. La Fontaine, les animaux malades de la peste, 1678. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nullement n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour, partant, plus de joie.
le lion tint conseil et dit : « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie aux traits du céleste courroux, peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même, il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévorais donc, s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger mouton, canaille, sotte espèce, est-ce un péché? Non, non. Vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant, beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il est digne de tous les maux, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit : j'ai souvenance qu'en un pré de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense quelque diable aussi me poussant, je bondis de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria « haro sur le baudet ». Un loup, quelque peu clair, prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout le mal. Sa peccadille fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui? Quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Alors vous voyez, vous avez entendu comment cette fable archi-connue se déploie selon sa ligne générale, qui en fait va de la théologie à la politique. C'est son mouvement propre. Aux 7 premiers vers, il y a la peste inventée par Dieu, le ciel, le pouvoir divin, pour punir les crimes de la terre, donc les animaux, symboles des êtres vivants. Et aux 2 derniers vers, vous trouvez quelque chose d'absolument différent en apparence, le pouvoir d'État, les jugements de cour et les différences de classe, puissants d'un côté, misérables de l'autre. Au fond, on passe des animaux aux hommes et de la justice divine à la justice terrestre. Et alors vous voyez, le point clé, c'est que dans la fable de La Fontaine, la justice divine reste égalitaire à sa façon. Ils ne mouraient pas tous, dit la fable, mais tous étaient frappés.
tandis que la justice humaine, dans sa version étatique, est absolument inégalitaire et donc absolument injuste. Si bien qu'en définitive, cette méditation sur les animaux malades de la peste, c'est-à-dire cette méditation sur une épidémie massive et destructive, une épidémie mortelle, prend le tour, lorsqu'elle est pensée par la fable, d'une méditation sur le pouvoir d'État. Et c'est évidemment très intéressant pour nous que déjà quelqu'un comme La Fontaine ait pensé que penser ce qu'est une épidémie ne peut se contenter de penser biologie, malheur, investigation, etc., mais doit nécessairement remonter, d'une façon ou d'une autre, à ce qu'est la question de la justice dans la société tout entière. Alors, je pense qu'il faut suivre La Fontaine dans cette voie. C'est ce dont il doit être aujourd'hui question. Pour ce faire, il faut évidemment remplacer, en ce qui concerne l'épidémie, la théologie du châtiment céleste par l'état actuel de la science des virus. Science qui cherche à saisir le réel des phénomènes naturels, tout comme Dieu, le ciel, connaît, lui, le réel de sa création, du monde qu'il a créé. Alors, prise dans sa définition scientifique, strictement naturaliste, si vous voulez, l'épidémie mondiale, dont l'agent est le virus SARS-2 et le nom d'emprunt Covid-19, peut paraître comme en elle-même égalitaire en ce qui concerne son action propre. C'est-à-dire, comme dirait La Fontaine, la possibilité que tous ne meurent pas, mais que tous soient également frappés. Certes, par exemple, on pourrait objecter, les vieux sont plus menacés de mort que les jeunes. Mais le critère de l'âge est lui-même un critère qu'on peut déclarer naturel. Donc on ne sort pas de l'idée que la pandémie comme telle, considérée dans son être propre, est une donnée mortifère égalitaire à sa façon, c'est-à-dire qui ne prend pas en considération d'autres différences que les différences qui sont elles-mêmes naturelles. Et l'âge est une différence naturelle. Que le virus se transporte plus facilement dans des foules tassées que dans des vivants très isolés et certains, mais cela reste en soi tout aussi vrai quand le virus circule chez des animaux. Et donc nous ne sortons pas encore du règne de la nature lorsque nous prenons en considération ce type d'inégalité, si je puis dire, conjoncturelle. Si vous vous entassez quelque part, la contagion va plus vite que si vous êtes séparés, mais ça n'a rien à voir avec l'organisation sociale humaine, ça a à voir à des conjonctures qui sont traitées naturellement par le virus. Entre parenthèses, s'agissant du SARS-2, c'est ce qui s'est passé pour les visons. Les visons qui étaient entassés dans des élevages pour la production des fourrures se sont avérés premièrement infectés par le virus, et deuxièmement, ils sont morts en masse. Voilà. Alors là, on pourrait dire, oui, mais c'est l'homme. Oui, d'accord, mais sur le fait lui-même, ça montre que la règle selon laquelle, lorsqu'il y a une épidémie, il faut éviter les conjonctions trop rapprochées d'êtres vivants, est une évidence naturelle dans le cas du SARS-2 lui-même, puisque c'est ce qui s'est passé dans les élevages de visons. Peut-être on avait eu tort d'entasser pour faire des manteaux de fourrure, mais c'est une question qui n'intéresse pas le SARS-2 en tant que tel. Dans un réel socialement inégalitaire,
Et à échelle mondiale, il faut cependant reconnaître que le SARS-2 expose des populations particulières à la maladie et à la mort parce qu'elles n'ont pas les moyens de se protéger. Et que donc une inégalité s'introduit dans le système des défenses par rapport à l'épidémie qu'on ne peut pas justifier par les caractéristiques propres de l'épidémie elle-même. C'est ça que je voulais dire en commentant l'énoncé remarquable de concision et de force de La Fontaine. Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. Entre la frappe et la mort, il peut y avoir des distinctions qui sont d'origine naturelle. La question est de savoir s'il y a d'autres distinctions qui ne sont pas d'origine naturelle, comme celle dont je parlais au début à propos des nobles enfermés dans leur château dans la nouvelle d'Edgar Poe. C'est la leçon, cela que propose la fable de La Fontaine et sur laquelle nous devons méditer. Dire quel est le rapport entre un mal universel, naturellement universel, comme une épidémie de peste, et ses effets sur une société politiquement inégalitaire. Vous serez condamné à mourir en raison de votre position sociale, nous dit la fable de La Fontaine, même si l'intention divine, pour lui, contenue dans l'épidémie, est égalitaire par elle-même, puisque tous ceux qui sont frappés le sont naturellement de façon identique. Et c'est pourquoi ce texte est un guide pour une méditation personnelle et singulière concernant ce qu'il en est de l'épidémie actuelle et du virus. Alors, la composition du texte est extrêmement claire et c'est elle qui va nous donner l'articulation générale de la dialectique qui est en cause immédiatement ici entre les formes de la pensée, les formes naturelles et les disjonctions inégalitaires, ce qui déjà est en réalité le propos de la fable de La Fontaine, puisqu'elle part de la justice divine et qu'elle se conclut par l'injustice humaine. L'injustice étant clairement, pour La Fontaine, une invention du régime politique et social, et non pas un effet quelconque de la justice divine. Alors, le texte de La Fontaine, dans lequel nous allons entrer maintenant plus en détail pour montrer sa richesse extrême comme guide pour la pensée épidémique, comporte 9 mouvements. Vous avez entendu tout à l'heure le chant dans son entier, c'est les 64 vers, mais si on le regarde de près, il est extrêmement articulé, et chaque articulation désigne une piste de recherche et de pensée concernant l'épidémie. Alors, le premier mouvement, du vers 1 au vers 6, mais je vais le lire, ne vous inquiétez pas. Le premier mouvement, du vers 1 au vers 6, on a ce qu'on pourrait appeler la description générale ou symbolique de ce que c'est qu'une épidémie. C'est le moment descriptif. Comme quand on prétend, par exemple, lors d'exposés à la télévision, nous tenir au courant des caractéristiques objectives de la pandémie, des récits généraux, comme ça. La télévision étant évidemment plus efficace peut-être au bout du compte que la justice divine, mais ça ce serait un débat extrêmement compliqué. Télévision et justice divine, vous imaginez où nous irions. Alors les animaux, chez La Fontaine, ces caractéristiques objectives sont données dès le début, et je vous lis là
le thème numéro 1. Je vous le relis. Un mal, il faut l'écouter dans son détail, un mal qui répand la terreur, mal que le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Donc les animaux, tous les animaux, sont en proie à une épidémie de peste. À propos de cette épidémie en elle-même, on a un vocabulaire violent, mal, terreur, fureur, crime, peste, mot à peine prononçable, achéron, un mot grec pour dire les contrées infernales. Et puis, par rapport à cette description violente, on a un sous-entendu causal de type religieux, les vers 2 et 3, mal que le ciel en sa fureur a inventé. Et tout ça, au fond, déploie le matériau brut de ce que c'est qu'une épidémie pour La Fontaine et pour la fable. Faute de pouvoir agir contre elle, elle est interprétée à l'idée d'une punition et donc d'une responsabilité immanente. Alors, je voudrais simplement dire ici que ça, c'est dans un lexique religieux. Mais vous ne pouvez pas avoir d'épidémie sans que finisse par rôder l'idée d'une culpabilité immanente. C'est-à-dire la recherche de qui est coupable. Qui est coupable? Alors là, Dieu est une cause non coupable. C'est un terme subtil. Dieu a décidé de punir les crimes de la terre et il a pour cela déclenché la peste. Il a ses raisons que nous ne connaissons pas vraiment. Mais en tout cas, il est agent d'une certaine forme de justice punitive. Et ça va éclairer tout un pan de l'épidémie. Au fond, en mettant le matériau brut en place, le matériau brut de l'épidémie en place, La Fontaine laisse la possibilité ouverte de ce que l'épidémie soit constamment traversée par la question de la culpabilité. Voilà. Et cela, nous allons voir, c'est loin d'avoir disparu. Je vous rappelle ce premier chapitre, si je puis dire. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Finalement, cette introduction donne les paramètres d'une dialectique très singulière qui va être la dialectique entre l'égalité supposée de l'épidémie au regard de ses victimes potentielles et une causalité sous-jacente qui est de l'ordre de la culpabilité. Et ça va expliquer que face à une épidémie, même aujourd'hui, il y a bien évidemment d'un côté tout un enseignement plus ou moins précis concernant l'état des ripostes scientifiques à ce qui se passe, l'évolution des médicaments, l'apparition des vaccins, la connaissance du virus, etc., etc. Mais rôde par en dessous la tentation permanente d'un procès de culpabilité fait à des responsables qui ne seraient pas des responsables de la recherche scientifique, mais qui seraient des responsables de la gestion de l'épidémie elle-même. Alors il faut garder cette idée parce qu'on voit qu'elle traverse tous les textes sur les épidémies, tous les textes littéraires sur les épidémies. Il y a toujours un moment où se divise la question de l'épidémie. Il y a une part qui est d'où vient-elle, qu'est-ce qu'elle est, comment on peut éventuellement y parer, etc. Sur ce point, La Fontaine dit aussi cela. Il ne le dit pas dans les termes de la science, il le dit dans les termes de la théologie.
c'est-à-dire de la vérité des intentions de Dieu qu'on ne connaît pas bien. Mais il y a ça. Et puis petit à petit, il y a quelque chose de complètement différent, qui est un régime de responsabilité et de culpabilité immanent à la situation. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être cherché à l'extérieur de cette situation. On va avoir dans le deuxième mouvement, alors du vers 7 au vers 14, on va avoir la description des effets de l'épidémie. Pas simplement la mention de l'épidémie, mais les effets de l'épidémie sur la vie des animaux. À vrai dire, ce que La Fontaine décrit, c'est très exactement ce qui est vécu et présenté aujourd'hui comme une sorte de déprime générale. La société est déprimée, voilà. La société est malade, tout est devenu tristounet, on ne sait plus faire ce qu'on faisait avant, les bistrots sont fermés, enfin tout ce qu'on veut. Eh bien, voilà ce que, comment La Fontaine va le décrire. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, magnifique, les tourterelles se fuyaient, splendide. Et le dernier vers, plus d'amour, partant plus de joie. Alors vous voyez, il y a ceux qui meurent, mais il y a ceux qui sont sujets à une disparition de la vitalité. L'épidémie est aussi toujours interrogée sous cet angle. Quelque chose de l'antérieure vitalité, de la possibilité de vivre, d'exister, est atteint. Et alors, il faut penser, nous, qu'une épidémie, lorsqu'on essaie d'en avoir une notion, ça ne peut pas être la répétition de ce que la science dit de ses causes. C'est insuffisant, tout le monde le voit. C'est nécessaire, mais c'est insuffisant. Il faut, pour penser l'épidémie, qu'il y ait la saisie d'une sorte de mélancolie collective. Je l'appellerai comme ça. Une mélancolie collective liée à la privation de données existentielles élémentaires. Deux vers, le premier et le dernier, deux vers de cette seconde partie, nous donnent ce sentiment et concentrent cette description avec véritablement un génie formulaire, qui est le génie de La Fontaine. Premier vers, ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés, où est indiqué qu'il y a une frappe différente des effets objectifs, médicaux et biologiques de la pandémie. Il y a justement cette frappe qui dévitalise l'existence dès lors qu'elle est saisie dans ce type de contexte. C'est un long alexandrin marqué de symétrie. C'est déjà une sorte d'allure proverbiale, ça. Hein. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. C'est la grande langue classique. Alors, on notera au passage, il faut le retenir, que la mort n'est pas l'essentiel au bout du compte. Ce qu'il est, c'est ce que le poème nomme une mourante vie. Plus de gourmandise, plus de chasse, et finalement un vers qui résume tout, plus de joie. Plus d'amour, partant plus de joie. Ce qui veut dire, quand il y a épidémie, il y a les morts. Mais il y a surtout les morts vivants. Notons la science du rythme aussi dans cette affaire. La double négation existentielle, plus d'amour, partant, plus de joie, tient dans un octosyllabe ramassé sur lui-même, alors que la description de la frappe épidémique, comme telle, demandait l'étalement d'un long accélérateur. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés.
deux rhétoriques distinctes qui indiquent que penser l'épidémie selon la rationalité de sa cause est une chose, et penser l'épidémie selon l'espèce de vie mourante qu'elle constitue est une autre chose. Et c'est dit dans le rythme poétique lui-même. Le troisième mouvement va du vers 15 au vers 24. Et là, je dirais que, sans vouloir introduire une polémique inutile, on trouve là l'équivalent des discours bien préparés de notre Macron à la télévision, à savoir le discours du lion, le roi des animaux, qui est le président local. Le lion, traditionnellement, le roi des animaux, c'est lui qui commande et c'est lui qui va prendre la parole. Alors c'est lui qui va, c'est très important, c'est lui qui va, au nom de l'État, fixer une règle de comportement. Une règle de comportement visant justement la mélancolie générale. Il va dire, il y a sûrement des coupables de cette épidémie, qu'ils se déclarent. Après quoi, pourrait dire le roi lion, ces coupables, nous les emmerderons. Comme Macron le promet aux anti-vaccins. Mais le lion est juste un peu plus poli tout de même. Ces coupables, dit-il, seront sacrifiés pour apaiser le céleste courroux. En attendant, dit toujours le pouvoir politique, mettons sur le tapis nos diverses formes de conscience face à l'épidémie. Que tout le monde dise ce qu'il en pense, que tout le monde se déclare et que tout le monde dit la vérité. Je vous lis. Le lion tint conseil et dit, mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Voilà qui est bien dit, hein. Impeccable présidence. Vous voyez comme la chute du discours du roi se fait sur un octosyllabe, un vers concentré, qui nomme finalement ce qui est le plus important à examiner quand on veut penser l'épidémie, à mon avis, l'état de notre conscience. Alors l'état de notre conscience, ça s'articule, tous ne mourraient pas, mais tous étaient frappés. Alors, penser l'épidémie, c'est penser cette frappe. Qu'est-ce que c'est cette frappe qui n'est pas nécessairement la maladie ou la mort, mais qui est une frappe subjective, une frappe mentale, une mélancolie, une mourante vie, etc. Comment l'identifier? Comment la dire? Et mettons là-dessus, mettons le projecteur là-dessus pour savoir ce qui en est lorsque on va fixer les mesures à prendre. Les coupables seront sacrifiés pour apaiser le céleste courroux, en attendant qu'il y ait un déballage général des consciences. Mettons sur le tapis nos diverses formes de conscience face à l'épidémie. Ça, c'est l'idée d'organiser une sorte de dialogue général sur l'épidémie, de façon à les différentes formes de conscience soient appréhendées de façon décisive. Le lion tint conseil et dit, mes chers amis, il ne dit pas mes chers concitoyens, mais enfin, c'est très voisin. Française, français. Toutes les manières, on pourrait ici faire une chose, sur toutes les manières
des présidences de s'adresser aux populations. Mais cher quoi, finalement? Mais cher quoi? Mais il faut toujours qu'il soit cher. Personne, aucun chef d'État ne va dire mes galapia, mes voyous, mes chers amis, mes concitoyens, françaises, français, etc. Vous voyez, je suis comme vous, je suis parmi vous. Alors le lion, il est comme ça. Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux, peut-être il obtiendra la guérison commune, etc. Voyons l'état de notre conscience. Après, le roi va donner l'exemple, puisqu'il s'adresse à tout le monde en disant « Donnez-moi l'état de votre conscience », il faut que le roi donne l'état de sa conscience. On a la confession du roi. Ça va du vers 25 au vers 33. Alors, notre équivalent dans le langage contemporain serait une autocritique des dirigeants de l'État en ce qui concerne l'épidémie SARS-2. Voyons, ce moment-là, tel que le décrit La Fontaine, ça aurait l'équivalent moderne suivant. C'est-à-dire le président apparaissant en disant « Oui, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça, que j'ai fait beaucoup de fautes, c'est peut-être moi le coupable, voilà. » Mais on n'en a que des morceaux de ça, on n'en a pas réellement des figures entièrement réalisées. Par exemple, il arrive que pour justifier de nouvelles restrictions, ou aussi bien des relâchements un peu périlleux, le pouvoir d'État peut déclarer qu'il a juste un tout petit peu tardé à faire ce qu'il fallait, mais que maintenant, attention, on va voir ce qu'on va voir. C'est la forme maximale d'autocritique auquel il consent dans ces figures pandémiques. Alors voyons la façon dont La Fontaine traite les autocritiques du pouvoir. Vers 25 à 33. C'est le lion qui parle. Alors imaginez le lion à la télévision. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévorerai donc s'il le faut. Mais on sent bien à quel point il pense qu'il ne le faut pas. Je me dévorerai bien s'il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, un égalitaire nouveau, que chacun s'accuse comme moi. Car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Alors vous voyez comme la chute se fait sur un octosyllabe qui nomme, qui nomme ce que l'État veut dans cette affaire, que le plus coupable périsse. C'est le moment où tout de même à la mort par l'épidémie succède une menace de mort toute différente, une menace de mort constitutive du pouvoir d'État, de la royauté. Comme si, et ça c'est un point très intéressant, comme si on ne pouvait répondre à la mort que par la mort. C'est une question qui a été historiquement fort débattue, y compris sur la question de la validité de la peine de mort, d'ailleurs. Et lorsqu'elle a été abrogée, l'argumentaire a été que c'est pas parce qu'il y a eu mort qu'il faut décider une mort. Faire payer une mort par la mort, est-ce que c'est ça la justice? Non, finalement, c'est bien ce qui est en jeu ici, c'est que finalement, il faut quand même proposer une sanction dans le fil de la confession du roi, et il faut, dernier vers, que le plus coupable
périssent. Alors, comment La Fontaine organise-t-il le propos du roi sur ce point? C'est un passage rythmiquement très concis lorsqu'il s'agit de son principal crime. Manger non seulement les moutons, mais le berger. On peut admirer une fois, là je vous le disais, l'art du rythme chez La Fontaine. Vous avez dans le discours du roi, ça permet aussi d'avoir un peu de connaissance de ce sont les discours des puissants. Il fait le lion parle et il y a un alexandrin aussi lourdeau, aussi peu poétique que possible. Même s'il m'est arrivé quelquefois de manger, hein, on sent là une difficulté à le dire. Et puis, finalement, on a un vers de 3 pieds, stupéfiant, dans la prosodie de l'époque classique, qui est le berger. Alors, il faut lire ça comme ça, n'est-ce pas? Pour moi, satisfaisant, même s'il m'est arrivé quelquefois de manger le berger, je me dévouerai donc s'il le faut. Voilà, je me dévouerai donc s'il le faut. Je vais manger le berger. Bon. Et alors, après quoi, il retourne à son jargon vaguement pleurnichard qui fait penser quand même à des inflexions dans le régime parlementaire lui-même ou à la télévision. Je me dévouerai donc s'il le faut, mais je pense, etc., etc. En vérité, je pense qu'il faut trouver un autre coupable. C'est ça. Le vrai, le plus coupable, dit le texte, et qu'on lui fasse au plus vite son affaire, que le plus coupable périsse. Là, on retrouve le ton impérial, le ton royal. Alors, je crois qu'on pourrait dire ceci. La recherche d'un coupable, c'est la forme étatique de la prise en charge des difficultés, quelles qu'elles soient. Toujours. Et il importe que ce ne soit jamais lui vraiment. Dans le cas de l'épidémie, je pense que la pensée politique du pouvoir, c'est de dénicher à tout prix, quelque part, un ou des coupables qu'on puisse exhiber au terme de la part du pouvoir d'une autocritique aussi bénigne que possible. C'est-à-dire désigner un coupable et accepter un élément d'autocritique, mais très, très bénin, très, très faible, telle est la logique générale. Et alors, il faut bien voir que la pensée vraie de l'épidémie, elle est toujours, en fin de compte, obscurcie par ces exercices. Et le 5e moment de la fable de La Fontaine va nous donner un savoureux et sinistre exemple de cet obscurcissement. C'est le 5e moment, du vers 34 au vers 43. C'est la plaidoirie pour le lion, prononcée par un subtil courtisan, le renard. C'est un morceau de bravoure, ça, la plaidoirie du renard pour le lion. C'est évidemment, dans la vision de La Fontaine, c'est un portrait du courtisan, le renard et le courtisan local. Après tout, là encore, on pourrait dire, tout comme Macron sait faire venir en public quelques soutiens scientifico-politiques, c'est convoquer des appuis circonstanciels, nécessaires à sa politique d'ailleurs, nécessaires à sa position. Le roi lion, il a lui aussi des courtisans qui savent que défendre le lion, c'est défendre leur propre position, que c'est leur métier de défendre le lion pour défendre la position qu'ils occupent grâce à lui. Donc peu à peu, et nous l'observons aussi ici, la différence entre l'approche scientifique de l'épidémie et la querelle politique
induite par l'action de l'État et de ses soutiens de classe finit par s'obscurcir considérablement, car s'établit une sorte de va-et-vient entre la prétention d'être en lutte effective, rationnelle et scientifique contre la pandémie et une auto-justification du pouvoir qui fait cela, plus importante en fin de compte à ses yeux que le processus lui-même. Et ça, on le sent lorsqu'on écoute attentivement les discours. Je dirais que ce morceau du renard, il mérite d'être versé au répertoire des plaidoyers quand un pouvoir est en difficulté. Alors écoutons le renard et essayez de lui mettre un nom propre comme ça. Je n'en proposerai pas ici. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger mouton, canaille, sotte espèce, est-ce un péché? Non, non. Vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au berger, on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. Alors, vous voyez, l'idée directrice de ce plaidoyer est en fait et révèle la nature de classe du pouvoir. En réalité, la nature de classe, il faut bien le dire, de tout pouvoir dans le monde existant. Du point de vue de l'État, c'est-à-dire en l'occurrence des grands prédateurs, le lion, le renard, on verra plus loin le loup, ou les dirigeants des grandes firmes du capital, des bêtes parmi d'autres. Les moutons peuvent être mangés. C'est ça tout le point, car ils ne sont que de la canaille. Comme les nommés migrants, par exemple. C'est les moutons de la situation, à savoir des ouvriers pauvres. Ils peuvent être exploités, persécutés et expulsés, parce qu'ils ne sont pas de vrais Français. Comme le renard explique que, finalement, les bergers et les moutons, on peut les manger, on peut les détruire, ce n'est pas important pour la société telle qu'elle est. Alors, il en résulte que, peu à peu, je l'ai dit, la différence entre pensée réelle de la pandémie et justification, auto-justification du régime social dans lequel la pandémie se déploie, finit par être complète. Lisons oui. Au fond, je réfléchissais à l'instant, l'idée directrice du plaidoyer du renard en faveur du lion, c'est véritablement qu'il y a des habitants de la situation, donc des victimes de la pandémie, qui sont tels qu'on peut les traiter comme le réservoir de l'épidémie. Et que, au fond, une sage mesure pourrait être, à la fin des fins, de les expulser. Il y a là quelque chose qui mériterait d'être approfondi parce que ça éclairerait le moment, à mon avis, spectaculaire, où de l'intérieur de la situation pandémique et de ses occurrences, de ses difficultés, de ses rebonds, advient comme une idée essentielle
revient comme une idée essentielle dans une fraction mise en scène de l'opinion, que ce qu'il faudrait, c'est expulser les étrangers. Alors, vous me direz, c'est une conjonction, simplement, il y a les élections, etc., mais c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. En fin de compte, vous avez à l'arrière-plan une identification tacite entre la présence des étrangers et le virus. C'est du même ordre. Et de même que la rationalité scientifique du pouvoir doit tenter d'éliminer le virus, de même sa rationalité intrinsèque et la clientèle qui lui sert parfois d'abri méritent d'être poursuivis jusqu'au point d'une analogie entre les deux qui doit se traiter, en fin de compte, par la disparition des deux termes. De là qu'un remède, il est stupéfiant qu'un remède proposé à la mélancolie générale dans laquelle l'épidémie plonge la société pour des raisons du type quoi faire des enfants, fermeture des écoles, oui, mais alors le café où j'allais tous les soirs est fermé, je ne peux pas me réunir, que tout ça, mobilisé à l'approche d'une échéance électorale, s'accorde en un certain sens à une polémique nationale anti-étranger. Comme s'il était pensé qu'en fin de compte, s'il y a l'épidémie, c'est peut-être quand même parce qu'il y a des étrangers quelque part. Et c'est pour ça que je parlais d'une analogie qui n'est pas faite explicitement, mais on est tout au bord d'une analogie entre le virus et l'étranger, le migrant, comme on dit, qui fait que aux approches d'une échéance électorale, qui est une échéance électorale à l'intérieur même de la pandémie, on puisse avoir un discours symbolique qui fait transit de l'un à l'autre. Voilà. Au fond, je dirais que l'autre nom du renard, c'est Zemmour. Voilà. Après que cette affaire ait été traitée ainsi, par cette analogie sous-jacente, on a le 6e temps, du vers 44 au vers 48, où il est question de la mise à l'abri de toute responsabilité des dirigeants. Ça aussi, c'est le génie de La Fontaine. Petit à petit, on va voir que l'épidémie, qui est sa source divine, devient une scène politique dans laquelle tout est fait pour que reste victorieux de la péripétie le corps dominant. On va mettre, il est question de la mise à l'abri de toute responsabilité, non seulement du lion et de son courtisan le renard, mais de tout ce que La Fontaine nomme admirablement les autres puissances, dont les deux exemples qu'il cite sont le tigre et l'ours. Alors on voit bien, petit à petit s'installe une métaphorique du groupe dominant qui est composé dans le monde animal par les grands carnassiers. Voilà. Et alors, le lion, c'est le roi des animaux, le renard, c'est le courtisan subtil, mais finalement, les puissants, eh bien, c'est le tigre et l'ours. Et dans l'esprit de La Fontaine, c'est évidemment la noblesse et ses complices. Il n'y a pas de doute. Ce qui montre à quel point cette fable, qui n'a l'air de rien, est un pamphlet politique. Un pamphlet politique même extraordinairement et solidement argumenté, illustré et métaphorisé. Je vous lis cette figure 6.
On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. Voilà. Donc, la classe dominante se défile de cette affaire ayant entendu qu'il n'était pas bon de s'engager dans un procès qui tournerait finalement en procès du régime, en procès de la monarchie, en procès de la noblesse. Suite à quoi va venir l'intervention, on pourrait dire des larges masses, symbolisée par l'âne, le pauvre âne. C'est lui qui va arriver. La caractéristique de l'âne, dans le poème de La Fontaine, c'est qu'il va parler vrai, tout simplement. Contrairement à tous les autres qui ont, on l'entend, fabuler sur leur responsabilité véritable. Il va simplement parler vrai, sans y voir malice. Il ne va ni diminuer sa faute, il dira par exemple qu'il n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait. Et il ne va pas chercher non plus à dénoncer d'autres suspects, l'âne. Il a, au contraire de ce que racontent tous les autres, il a agi, lui, par nécessité. Il le dira, poussé par la faim. Et de façon très limitée. Il a mangé dans un pré une largeur de la langue, soit presque rien. Disons, l'intervention pathétique de l'âne. L'âne vint à son tour et dit « J'ai souvenance qu'en un pré de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense, quelque diable aussi me poussant, je tondis de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. » Alors vous voyez, tout de même que dans les périodes de pénurie, y compris engendrées par une épidémie, c'est la nécessité de survivre qui s'impose à ceux qui n'ont rien. On a le premier plaidoyer vu de l'autre côté de la barricade de classe, après le lion et le renard. Et en fin de compte, le plaidoyer de l'âne ne fait qu'opposer la nécessité de survivre au possible profit des maîtres. L'âne défend la stricte nécessité de vivre, d'essayer de vivre dans un monde que l'épidémie met durement à l'épreuve. Ce passage de l'âne est d'un pathétique calculé. Ce n'est pas toujours que l'art classique met en scène le discours du pauvre, le discours du dominé. C'est là ce qui se passe dans la figure de l'âne. Et je suis très touché par le fait que ce que voit malgré tout La Fontaine dans le discours du dominé, ça n'est pas simplement la plainte justifiée, mais d'une certaine façon une reconnaissance authentique de ce qui s'est passé réellement. C'est le seul. Les autres se sont tous parlé dans un régime métaphorique. Ils ont toujours dit le ciel, moi, etc. Quand l'âne intervient, il a la parole du vrai, la parole du réel, c'est tout. Et sa force, et en même temps sa faiblesse, c'est qu'il n'en a pas d'autre parole, telle qu'il est là. Il ne dispose, lui, en tant qu'il n'a rien à défendre d'autre que sa propre existence, il ne dispose, lui, que de la parole du vrai. Et c'est cette parole qui, finalement, clôt la discussion
du public sur l'élément de la vérité. Vient ensuite la partie 8, du vers 55 au vers 62, et c'est celle des hurlements de la réaction. Le surgissement du pire, le cœur de tous ceux qui aboient que la cause de nos malheurs, ce sont les pauvres, ce sont les étrangers, ce sont les ouvriers précaires, ce sont les habitants des quartiers miséreux, et que, au nom de l'épidémie, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas soigner, il ne faut pas guérir, il ne faut pas protéger, mais il faut brandir l'infâme OQTF, l'ordre de quitter le territoire français. Ou encore, il faut ségréguer, placer en détention, priver de tout droit, quiconque a dû venir ici pour survivre et aider sa famille. Et je suis très touché que La Fontaine stigmatise ce genre de férocité, qui double le point de vue de classe d'un point de vue national et racial. Je vous lis le passage. À ces mots, on cria « haro » sur le baudet. Un loup, quelque peu clair, prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce belé, ce galeux d'où venait tout le mal. Sa peccadille fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Alors tout le monde reconnaîtra dans le loup un personnage du type Zemmour, et dans son audience, la façon dont une épidémie elle-même peut favoriser, comme le font aussi parfois les guerres, des campagnes que je dirais de type national-pétainiste dans notre pays, qui peuvent s'articuler sur la pandémie et sa subjectivité précisément parce qu'elles sont d'une mensongère irrationalité, et que cette mensongère irrationalité vient comme une leçon possible du côté exceptionnel et dévastateur, mélancolique et inorganisé que propose la pandémie. C'est dans ce genre de moment que peut surgir une logique du bouc émissaire. Une logique du bouc émissaire qui est façonnée par le désarroi des contraintes vitales. Et une logique du bouc émissaire tissée forcément, comme toujours, de mensonges nationaux et racialistes. Et c'est à ce moment-là que peut devenir la règle ce dont nous parlaient les puissants vers terminaux, qui à eux seuls basculent tout le poème. Les vers 63 et 64, 9e et dernier temps de la fable. Deux vers dont vous savez qu'ils sont devenus légitimement des proverbes. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Vous voyez, au regard d'une situation de type épidémie, soit une menace de mort qui, dans son principe, plane sur tous, le facteur de l'organisation sociale et politique doit intervenir en principe au nom de ce qui est juste. Sa maxime théorique, c'est que, comme le dit le poème, si même tous ne vont pas mourir, tous sont identiquement frappés. D'où que des lois spéciales sont édictées pour organiser la vie collective de façon à protéger les populations. Autrement dit, la pensée en quelque sorte officielle de toute épidémie devrait impliquer, par principe,
que les mesures prises sont celles qui devraient protéger tout le monde. Mais ni l'organisation politique que nous connaissons, ni l'idéologie dominante ne sont telles qu'elles puissent être mises au service de ce type d'égalité. C'est ça la leçon la plus dure. L'État est un État de classe qui, dans le temps même de ses proclamations protectrices, déclare que des millions de résidents nationaux ne sont pas de vrais nationaux et doivent quitter le pays. C'est la théorie des migrants. Il est aussi un État qui, dans l'ordre économique, finit toujours par soutenir une loi fondamentale du capitalisme qui est la concentration du capital. La façon dont ce point traverse la pandémie est absolument remarquable. L'épidémie organise une forme neuve de la concentration du capital. Tout démontre qu'au moment où de très nombreuses activités économiques ou autres, de petite envergure, sont très menacées par les contraintes protectrices et les aléas du marché, les grands groupes mondiaux dominants améliorent sans coup férir leur domination dans la traversée de la pandémie. À commencer évidemment par les groupes qui monopolisent la production des vaccins avec la bénédiction des contrôles étatiques. Par ailleurs, l'idéologie dominante, c'est l'individualisme bourgeois. Or, une épidémie impose rationnellement des mesures qui peuvent m'affecter en tant qu'elles me sont imposées pour protéger les gens que je fréquente ou les gens que je croise ou les gens que je rencontre. De là de violentes contradictions autour du mot d'ordre « mes libertés d'abord, mes libertés, qui vont s'avérer souvent des libertés de riches, de puissants ou de favorisés, qu'elles soient affairistes, voyageuses ou vacancières, ou les libertés de la corruption et du banditisme, qui évidemment n'ont jamais envisagé de faire quoi que ce soit en dehors de ce qui leur rapporte. Pour ces deux raisons, voyez-vous, les déclarations et agissements des autorités diverses donnent en temps d'épidémie le sentiment d'un désordre mal camouflé, d'une hésitation inopportune, d'un rapport boiteux et variable entre des contradictions inutiles ou un libéralisme dangereux, les deux à la fois. On peut dire que de façon souvent anarchique, au niveau du pouvoir, travaille une pensée de la situation qui n'est aucunement frontale, rationnelle ou scientifique, mais sujette à des variations dont les paramètres, souvent d'apparence obscure, relèvent en réalité d'une toute autre rationalité que la rationalité du combat contre l'épidémie elle-même, la rationalité qui constitue les assises du pouvoir en question, à savoir son lien aux aléas de l'économie capitaliste, à la concurrence, à la concentration du capital et à la maîtrise sur l'État via les diverses meutes politiques qui organisent les fondés de pouvoir du capitalisme. Le mot d'ordre, dès lors, doit être la recherche assidue d'une figure que j'appellerais une figure d'adéquation entre l'épidémie comme menace de mort et de désordre et une pensée de l'épidémie qui serait entièrement dominée par le salut maximal des populations, quoi qu'il en coûte aux puissances financières et aux libertés individuelles. Une pensée neuve des épidémies sera une pensée de l'œuvre défensive commune, une pensée transnationale, comme l'est aujourd'hui le capital dominant, mais une pensée militante, dont l'existence et l'action ne favorisent aucune clique, aucune entreprise privée. Une pensée qu'on peut dire, en ce sens, commune, si même il faut prévoir de s'en prendre directement à de massives figures en voie de concentration. Autrement dit, si vous voulez, pour penser une épidémie ou une pandémie selon un principe de justice, il
faudra abandonner tout l'attirail contemporain du pouvoir économique et de son organisation parlementaire. Il faudra aussi réorganiser la médecine à l'abri de l'action corruptrice de l'industrie pharmaceutique, facteur très important dans la conjoncture présente. Il faudra revenir à une vision collective, large et active de la clinique. Il faudra en somme, l'épidémie en est une occasion, écrire aussi une toute nouvelle version du serment d'Hippocrate. Je sais que des médecins existent qui travaillent à cet immense programme. Je sais que certains de ces médecins savent que je le sais et je les salue ici. Ils sont, entre autres choses, ceux dont la pensée clinique permet une pensée réelle et rationnelle de l'épidémie active. Ils sont un détachement d'avenir de ce dont j'ai ici illustré à très gros traits la nature. Il nous faut un accord vainqueur entre une épidémie et ce qu'une juste pensée de l'épidémie autorise comme son soin réellement égalitaire. Merci.